Bonjour à tous. Donc moi, je suis chargée en moins de 10 minutes de vous présenter donc cette frise chronologique que vous retrouverez page 16 du rapport. Et pour les participants qui sont en distanciel, vous allez la retrouver directement téléchargeable dans l'onglet Programme. Donc, comme vous le voyez, c'est une frise assez dense. Je vais essayer d'être le plus explicite possible. Donc cette frise, elle retrace un siècle d'évolution des modalités de pilotage en entreprise, et nous avons agencé les différents courants que nous avons repérés en fonction du degré de contrôle auquel sont soumis les travailleurs ou au contraire du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans le cadre de leur activité professionnelle. Alors, traditionnellement, on fait remonter l'origine de ces premières conceptualisations sur les modalités de pilotage de l'activité professionnelle à Taylor et Ford, je ne vous apprendrai rien, qui sont effectivement à l'origine de la première théorie organisationnelle formelle, rationnelle, qui était là pour rendre les processus productifs les plus efficients possibles. Donc c'est le modèle qui apparaît avec le tube orange, quasiment au milieu de la figure. Et ce modèle repose sur 3 caractéristiques. Donc tout d'abord, une activité de travail qui est parcellisée, qui est divisée et qui va devenir de plus en plus spécialisée avec le travail à la chaîne. Deuxièmement, cette activité de travail est encadrée par des procédures strictes qui déterminent donc précisément comment l'activité de travail doit se faire. Et troisièmement, ces procédures sont édictées par une longue ligne hiérarchique qui va donc séparer les tâches de conception et les tâches d'exécution. Donc pour faire simple, on pourrait dire que d'un côté, il y a ceux qui pensent, la stratégie, le plan tactique, ses déclinaisons au sein des unités opérationnelles, et puis il y a ceux qui font en se soumettant aux directives des premiers. Donc ce modèle tayloriste-fordiste va se répandre assez rapidement, tout d'abord aux États-Unis, puis dans tout l'Occident, à la faveur des 2 guerres mondiales, puisque en temps de guerre comme en temps de reconstruction, ce modèle qui permettait de produire très rapidement des produits standardisés était le bienvenu. Il va cependant être remis en cause et de plus en plus fortement à partir de la deuxième moitié du XXe siècle pour les effets néfastes qu'il peut avoir sur la santé des travailleurs, autant sur le plan physique que mental, mais aussi parce qu'il apparaît comme de moins en moins adapté à un environnement économique de plus en plus turbulent, le fameux environnement VICA, volatile, incertain, complexe, ambigu, et dans le cadre duquel la standardisation des procédures, des processus et des produits n'est plus adaptée. Alors, à l'encontre de ce modèle, il y a aussi un autre courant plus alternatif que j'appelle personnellement les nouveaux modes de management et d'organisation en référence à l'ouvrage que j'ai écrit et qui se base cette fois-ci non plus sur l'individu obéissant, mais sur les équipes de travail auto-organisées. Alors, évidemment, ce modèle, comme vous vous en doutez, bouleverse le rôle des travailleurs qui doivent passer d'exécutants à décideurs du quotidien, mais il bouleverse aussi profondément le rôle des managers qui doivent passer du fameux command and control, comme on dit en bon français, à un management de la facilitation. Donc, ce qu'on voit, c'est que le contrôle cède du terrain à l'autonomie. Pour autant, l'autonomie ne veut pas dire absence de contrôle. Ce contrôle s'exerce toujours, mais différemment. Tout d'abord, il s'exerce a posteriori, c'est-à-dire qu'il ne s'exerce plus sur l'activité en train de se faire, il s'exerce sur les résultats de cette activité. Les travailleurs peuvent utiliser les méthodes de travail qu'ils souhaitent à partir du moment où ils atteignent les objectifs qui leur sont assignés. C'est le fameux management par objectif qui est désormais bien connu. Et puis, ce contrôle s'exerce aussi différemment parce qu'il se fait plus dilué. Il ne s'exerce plus seulement par le biais des responsables hiérarchiques, mais aussi par le travailleur lui-même, qui contrôle son activité de travail, par ses pairs, voire aussi par les clients. Alors, cette conception alternative du management et de l'organisation du travail, elle fait couler beaucoup d'encre dans les médias depuis la parution de l'ouvrage d'Isaac Gates sur les entreprises libérées, mais en fait, ce modèle n'est pas du tout nouveau. On en trouve les prémices, on va dire les racines historiques, dès le XIXe siècle, avec les penseurs et expérimentateurs du socialisme utopique, qui vont donner naissance à l'économie sociale et solidaire, et notamment au modèle coopératif. Ceci dit, les coopératives de travail renvoient avant tout à des modalités de gouvernance et ne présagent pas des modalités de pilotage interne de l'activité. On peut parfaitement faire fonctionner une coopérative de travail de manière taylorienne.
Les premières vraies théories de ce modèle alternatif, elles datent en réalité de l'entre-deux-guerres avec l'école des relations humaines que vous voyez en vert sur la frise. Donc c'est un courant qui est composé de psychologues et de sociologues qui vont démontrer que les travailleurs sont capables de générer une organisation du travail qu'on appelle informelle pour faire face aux aléas productifs qui, par définition, ne peuvent pas être prévus par les procédures standards et officielles. Donc ça, c'est une idée qui va être reprise ensuite par le courant sociotechnique, qu'on a oublié, c'est bien dommage, mais qui va démontrer la supériorité des équipes auto-organisées sur les équipes tayloriennes, que ce soit en termes de performance ou de qualité de vie au travail, même si évidemment à l'époque on ne parle pas encore de qualité de vie au travail. Et cette idée va être ensuite approfondie par le vaste courant du management participatif qui est toujours actif aujourd'hui. Alors en parallèle, on a un autre courant qui émerge, c'est celui que vous voyez avec la fameuse vague que je vais vous expliquer, c'est le modèle Toyota, qui est né, comme son nom l'indique, dans les usines Toyota et qui est à l'origine basé sur une philosophie organisationnelle d'amélioration continue grâce à la participation active des acteurs de terrain à l'identification et à la résolution des problèmes opérationnels et organisationnels. Alors ce modèle Toyota, il va beaucoup séduire les Occidentaux puisqu'il promet de combiner qualité et délai. Ce qu'on ne savait pas très bien faire jusqu'ici, on savait faire soit très vite, soit très bien, mais les deux en même temps, c'était plus compliqué. Donc les Occidentaux vont regarder avec beaucoup d'intérêt ce modèle, vont s'en emparer, mais malheureusement, en s'en emparant, ils vont aussi le distordre, c'est-à-dire qu'ils vont réduire ce modèle à un ensemble de techniques gestionnaires de compression des coûts, ce qui permet effectivement de faire des gains de productivité à court terme, mais ce qui à long terme entraîne une explosion des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. C'est ce qu'on appelle le lean, et je rappelle ici que le lean signifie mince, donc on est bien face à un modèle qui comprime les coûts par une intensification extrême du travail. Progressivement, les Occidentaux vont revenir à cette philosophie participative d'amélioration continue, qui va d'ailleurs être reprise dans le monde informatique par les fameuses méthodes agiles, qui là aussi s'appuient sur des méthodes de gestion de projet itératives et incrémentales, avec cet objectif d'amélioration continue via la participation des travailleurs. Entre les deux, nous avons figuré le modèle des startups. Donc ça, c'est la petite barre grise que vous voyez également au milieu du schéma. On l'a mis en grise exactement comme les coopératives parce que finalement, les startups, ça renvoie à un modèle économique, cette fois-ci basé sur la croissance fulgurante des structures. Et donc, ça ne présage absolument pas des modalités de pilotage interne qui seront utilisées, qui peuvent être très tournées vers le contrôle, comme en attestent les plateformes de la gig économie comme Uber, qui apparaît tout en haut du graphique, donc en rouge, très contrôlant, ou au contraire qui peuvent être tournés vers énormément d'autonomie, comme les plateformes d'indépendants très qualifiés qui se développent et qui apparaissent donc tout en bas de notre schéma en bleu clair. À partir du XXIe siècle, c'est un peu l'avalanche. On a trois courants qui émergent quasiment en même temps, donc ces fameuses entreprises libérées que j'ai évoquées, l'holacratie, qui tire ses racines de la sociocratie, et puis aussi ces fameuses organisations opales qui viennent de l'ouvrage de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Alors en fait, ces trois courants appartiennent à une même nébuleuse qui vont synthétiser les apports des courants précédents, donc des équipes auto-organisées, un management facilitateur, mais mis cette fois-ci au service d'une conception élargie que l'on a de la valeur générée par les entreprises, qui ne se limite pas à des objectifs financiers. C'est ce qui transparaît au travers des notions de mission, de raison d'être ou de vision d'entreprise. Donc, comme vous le voyez, au fur et à mesure du temps, le mouvement de conceptualisation des modalités de pilotage s'accélère au point de devenir foisonnant aujourd'hui. C'est que, parallèlement, le contexte dans lequel évoluent les entreprises a lui aussi profondément changé. Et aujourd'hui, de nombreux facteurs, autant internes qu'externes aux organisations, convergent pour inciter les entreprises à renouveler les modalités de pilotage traditionnelles. C'est maintenant ce que va vous présenter Bertrand Delacroix, à qui je cède la parole. Merci. Bien, effectivement, les premières variables externes, variables d'environnement, viennent façonner. C'est pas qu'elle est là. Viennent fonder la façon dont les entreprises vont devoir fonctionner et déterminer
en grande partie, à la fois d'une part leur stratégie globale et de façon un peu plus limitée, la façon dont elles vont devoir mettre en œuvre leur modalité de pilotage. La première variable d'environnement est très probablement le changement climatique et l'évolution des contraintes environnementales. Les entreprises doivent faire face à de nouvelles disponibilités, une moindre disponibilité des ressources et une biodiversité qui évolue. Et par là, doivent mettre en place une nouvelle stratégie de décarbonation qui vient impacter la façon dont elles vont devoir piloter leurs activités. Comment est-ce qu'on fait travailler, comment est-ce qu'on travaille au travail à la chaleur, comment faire face aux catastrophes naturelles qui sont alors toujours aléatoires, mais de plus en plus fréquentes et surtout de plus en plus dommageables. Et donc, derrière tout ça, quel type de reconversion elles vont devoir mettre en œuvre pour faire face à cette évolution climatique et environnementale. Et puis, autre variable de fond, ce sont les continuelles et rapides évolutions technologiques qui amènent une destruction créatrice, comme le rappelait Schumpeter dans les années, dans le cas des révolutions industrielles, et qui font qu'il y a des activités, des secteurs entiers qui apparaissent et qui disparaissent, et des métiers donc, qui apparaissent et qui disparaissent, et ça engendre une façon différente de gérer pour les entreprises leurs ressources humaines. Une autre tendance de fond, c'est la façon dont ça va venir modifier la gestion managériale de ces entreprises. Les entreprises font face maintenant à une nouvelle structure du marché du travail. Il a complètement évolué. Alors, en raison de différentes raisons, c'est l'émigration politique, climatique et géopolitique, qui vont faire amener de nouvelles populations sur le territoire. On fait face à un vieillissement de la population et à un allongement des carrières. Et tout ça amène une polarisation du marché du travail. C'est-à-dire que les entreprises font face d'une part à une population qui est pauvre, précaire, assez peu formée, en opposition à une main-d'œuvre qui est, elle, hautement qualifiée et avec de nouvelles exigences vis-à-vis de leurs entreprises. Et c'est notamment ces nouvelles générations qui portent une évolution du rapport au travail. Avec, donc Jennifer l'a déjà évoqué, une aspiration à un meilleur équilibre entre la vie pro et la vie perso, et puis de nouvelles exigences environnementales et sociétales que cette main-d'œuvre fait porter aux entreprises qui les emploient. Donc ça, c'est pour l'ensemble des variables environnementales auxquelles font face les entreprises, mais également, il y a déjà des modèles qui sont... des modalités de pilotage qui sont émergentes et qui vont probablement façonner ce que sera l'entreprise en 2040. Alors, je vais en évoquer juste quelques-unes. Je vous renvoie aux documents dont vous disposez. Dans un premier temps, il y a tout ce qui a trait à la digitalisation dans les entreprises qui se développe de plus en plus avec des outils de communication qui se développent et qui risquent de se développer d'autant plus qu'il y a une tendance à la centralisation de toutes ces fonctionnalités de communication au sein de plateformes uniques. Mais ce mouvement pourrait être freiné par une non-acceptation par les salariés que tout leur biais de communication passe par une plateforme unique. L'informatisation des processus est une autre tendance, est portée notamment par le management algorithmique, où on est de moins en moins dirigé par une hiérarchie humaine qui connaît notre travail, mais par un ensemble d'algorithmes qui vont participer au processus de décision qui va diriger notre activité. Et là, le risque majeur, c'est celui d'un rejet social par manque de confiance. Et puis, il y a une autre tendance qui est le pilotage industriel avec une industrie 4.0 portée par l'IA, mais qui sera, elle, freinée par des capacités d'investissement qui seront limitées uniquement aux gros porteurs. Autre mouvement de fond dans les entreprises, c'est la relation des travailleurs à l'entreprise. Donc on l'a évoqué quand j'ai parlé du marché du travail, c'est qu'il y a deux dimensions qui sont très importantes, c'est le temps de travail, de par la réduction
la tendance à la réduction du temps de travail et au souhait de ces populations de pouvoir travailler quand elles veulent, non seulement d'où elles veulent, mais également quand elles veulent, on va vers une densification du temps de travail et un risque de pluriactivité qui risque de se faire au détriment de la santé des travailleurs. Une autre dimension, c'est le lieu de travail. Comme je disais, on peut travailler quand on veut, mais également de où on veut, donc grâce au développement du travail à distance, mais qui, lui, va se faire au détriment de la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle, au risque d'une lassitude de la distanciation, qu'on constate déjà maintenant, avec le souhait de certains salariés ou d'entreprises de revenir ou de faire revenir en entreprise, et donc le souhait des entreprises de relocaliser les espaces de travail de façon à mieux séparer les espaces. Enfin, je vais évoquer une dernière tendance qui est, aussi on parlait de polarisation du marché du travail, c'est une polarisation un peu des grands modèles. Il y a deux grandes tendances très différentes, qui est la plateformisation, donc portée par le management algorithmique, et qui peut être amenée à se développer à condition que les travailleurs puissent bénéficier d'une meilleure protection sociale. Alors ça, le corollaire évident, c'est que on fait face à une carence, au risque d'une carence d'évolution réglementaire qui pourrait freiner ce mouvement. En opposition aux plateformes, la Suzy l'a évoqué, c'est le modèle coopératif qui se développe en réaction et en raison d'une aspiration à une plus grande démocratie en entreprise. Et la contrepartie, en revanche, clairement, c'est, tu parlais d'agilité tout à l'heure, ça nécessite une plus grande lenteur lors de la prise de décision. Alors, cette aspiration à plus de démocratie est portée par une évolution du dialogue social et du dialogue professionnel, qui est une autre variable qui a été grandement portée par les experts auxquels on a fait appel, qui est que les travailleurs aspirent à plus de démocratie, et donc qui est favorisé par un renouveau du dialogue de proximité, par les dispositifs qui émergent. Mais tout ça est réfréné par les stratégies individuelles et l'augmentation des modalités de contestation par d'autres vecteurs, notamment les réseaux sociaux. Donc la référence aux nombreux experts auxquels on a fait affaire a permis de proposer cet état des lieux, la frise chronologique des modalités de pilotage, la détermination des variables externes, les tendances déjà à l'œuvre et qui vont façonner l'entreprise de demain, et donc qui ont permis d'alimenter la suite de cet exercice de prospective et construire les entreprises et les scénarios auxquels on risque d'avoir affaire en 2040.